L'opposition congolaise ou la répétition de l'histoire. Hier, elle se réunissait à l'île de Gorée, au Sénégal, avec Tshisekedi, mais contre Kabila. Demain, elle se prépare ou elle projette de se retrouver cette fois-ci à Dakar, mais toujours au Sénégal, avec Kabila, mais contre Tshisekedi. L'opposition congolaise aujourd'hui refait le même parcours que celle d'hier, mais pour quelle finalité? Gouvernement souminois 2, on prend les mêmes ou presque et on recommence. Mais pour quel résultat? Pendant ce temps, l'unification et la pacification de la République démocratique du Congo n'est toujours pas au rendez-vous. À qui la faute? Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Florimond Mouteba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Lisée. Après chaque 3 mois, on commence à faire le point, on réfléchit sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui reste à faire, et ce qui s'est passé, ce qui doit se passer. Et pendant les 3 mois où on vous a pas vu, en tout cas sur ce plateau, beaucoup de choses se sont passées. Notamment, il y a une semaine, le gouvernement, la nomination ou la publication d'un nouveau gouvernement souminois 2. Déjà, votre réaction par rapport à ce remaniement, à ce réaménagement, en tout cas à ce nouveau gouvernement. Merci beaucoup, Maman Lisée. Beaucoup à dire parce que d'abord, nous avons avec, je ne sais pas si Kabila le faisait, mais avec le président Tshisekedi, nous avons des mauvaises habitudes qui sont celles de, on ne voit jamais une activité ou un processus d'évaluation d'un gouvernement ou des ministres ou autres. Vous allez voir que les ministres arrivent, font le temps qu'ils peuvent, d'autres ne sont inamovibles, mais vous n'allez entendre qu'on a commandé des audits pour qu'on sache comment ces ministères ont fonctionné pendant 2, 3, 4, 5 ans, etc. Mais l'audit, c'est le président qui le fait, notamment à travers ce remaniement ou ce réaménagement. Il y a d'autres qui sont partis, peut-être parce qu'ils n'avaient pas bien travaillé. Mais il a fait quand? Où sont les résultats? Un audit, on publie les résultats et on voit qui a travaillé correctement, qui n'a pas travaillé correctement. Et donc, jamais ça ne s'est fait comme ça. Vous voyez. Donc, il prend les gens, il les remet ici, il prend un autre, il met là-bas. Mais même celui qui arrive, il n'a pas le réflexe de dire « Oui, mais mon prédécesseur a travaillé comment ?» Est-ce qu'il n'y a pas de cadavres dans les placards? Non, rien. Celui-là est parti, on cède des dossiers, moi je viens, etc. Il y a ça. Mais globalement, par rapport au gouvernement souminois, voyez-vous, Madame Élysée, le gouvernement souminois a sur les dos un échec énorme. Excusez-moi, écoutez-moi d'abord. Je vous écoute. Lesquels? Dans n'importe quel pays au monde, lorsqu'un pays est occupé, l'ennemi arrive, prend deux grandes provinces, il prend tout l'est du pays, une partie très riche de notre pays. Ça veut dire que le gouvernement, la gouvernance sécuritaire et militaire n'a pas été suffisamment bonne pour résister à l'ennemi. Donc, Madame Souminois a la responsabilité de la chute de Goma et de Bukavu. C'est des accusations graves quand même. Non, mais allez, tout le monde l'a vu. Non, mais nous savons que vous ne le portez pas vraiment dans votre cœur, mais de là à lui dire qu'elle est... Les gouvernements, c'est-à-dire le président de la République et le gouvernement ont la responsabilité, le régime a la responsabilité de la perte de ces territoires. Vous vous rappelez, 3,8 milliards de dollars ont été mobilisés depuis le début de cette guerre. Lorsque le Rwanda arrive, on ne voit pas des militaires congolais, on ne voit rien. Le Rwanda fait une marche de santé et puis ils prennent donc comme ça toute une partie du pays. Mais c'est sous le gouvernement de qui? Qu'est-ce que Mme Souminois, en tant que chef de gouvernement, et M. Tshisekedi, qu'est-ce qu'ils sont censés faire pour empêcher? Parce qu'on ne peut pas parler de l'occupation de ces pays à la légère. C'est une occupation, elle est là. Et entre-temps, on n'a pas vu, depuis ce temps-là, depuis janvier,
vraiment une action d'envergure qui viserait à libérer même 1 millimètre du territoire national. Mais on a vu des avancées diplomatiques et ça permet de arriver. freiner quand même. Nous allons y arriver. Et donc, à partir de ce moment-là, même si vous parlez d'avancée, je vais analyser ça, je vais donner mon point de vue. Mais à partir du moment où on a un tel échec, où le pays est occupé, la première chose à faire, c'est de faire chuter ces gouvernements-là. C'est le réflexe, en tout cas, parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. C'est-à-dire que le lendemain ou 2 jours après la chute de Goma et de Bukavu, le gouvernement de Mme Soumina devait tomber. Tous les gouvernements, quitte à refaire un autre. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait peut-être pour lui ici, sans parler du dialogue, dire non, ce gouvernement, en tout cas, je le mets un peu de côté, je mets donc un autre gouvernement pour voir comment nous allons résister, comment nous allons libérer notre pays de la situation où nous sommes. Mais rappelez-vous, il n'y avait pas que Mme Soumina qui devait partir. Il y avait, même si on devait en reprendre, mais certainement pas l'infirmier qui est à la tête du ministère de la Défense, à qui on vient d'ajouter un journaliste, excusez-moi. Un député, ça fait longtemps. Un député, mais il est journaliste. Mais ils sont congolais quand même. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait un gouvernement. On prend vous savez comment on fait le gouvernement en Europe? Vous avez les partis de Macron ou les partis socialistes, etc. Ces partis, dans leur organisation, ils ont en leur sein toujours des gouvernements qui ne sont pas encore au pouvoir. Mais vous avez un monsieur santé, vous avez un monsieur défense, donc les partis évoluent avec l'objectif de prendre le pouvoir. Et donc les experts sont comment dirais-je, préparés tout au long de la vie du parti. Et donc ils n'arrivent pas comme ça brusquement, allez, on prend celui-là, on le met. Non. Ce sont des gens qui peut-être pendant 10 ans, ils ont des commissions au sein de ces partis où ils préparent l'arrivée au pouvoir. Dès qu'elle arrive, on ne va pas commencer à aller à gauche prendre un enfant, un élève, autre, un homme ministre dans des postes trop importants comme la jeunesse. Donc, vous voyez, c'est ça un peu le problème. C'est-à-dire que lorsque vous voyez qu'il y a un chef d'État ou un chef de gouvernement, un chef d'entreprise qui ne sait pas choisir ses collaborateurs, eh bien, c'est le gros échec, la grosse incompétence, c'est souvent celle-là. Parce qu'un responsable doit savoir choisir avec qui il doit travailler par rapport au programme, par rapport au plan national, et ça va donner des résultats. Mais quand vous êtes incapable de choisir vos collaborateurs, évidemment, c'est ça, vous ne pouvez pas les faire partir non plus. Vous jugez durement certains qui viennent d'arriver. En tout cas, on ne va pas parler de ceux qui étaient là, mais pour ceux qui viennent d'arriver, ils ont quand même... Ils bénéficient de ce doute-là, ils doivent bénéficier de cela parce qu'on ne les a pas encore vus à l'œuvre. Maman Lisée, on ne prend pas n'importe qui pour mettre dans un gouvernement. Mais comme qui est n'importe qui qu'on a mis dans ce gouvernement? Non, je ne voudrais pas citer de nom, je n'ai pas d'acharnement à faire. Sinon, ce sont des accusations gratuites quand même. Allez, prenons Madame la ministre de la Jeunesse. Dans son CV, elle vous dit j'ai étudié, j'ai une licence en sciences politiques, mais qu'elle aurait obtenue en 2002. Et entre-temps, elle n'a pas eu d'emploi. Comme elle est là, le seul emploi qu'elle a, c'est de prêcher à l'église. Alors, donc, vous pensez que la jeunesse de ces pays, qui est la majorité, la grande majorité, elle est au chômage, elle est mal formée, elle est dans la rue, et elle a tellement de problèmes, la jeunesse de ces pays. Et vous pensez que ma fille, là, elle a vraiment les épaules pour pouvoir nous aider à résoudre les problèmes de la jeunesse de ces pays? Vous savez ce qu'on dit aux âmes bien nées. Non, mais... La valeur n'attend point le nombre. Vous le jugez un peu rapidement, attendant l'avoir... Maintenant, je la juge, mais en même temps, je peux quand même lui donner des conseils. C'est que... Elle en aura besoin. Je crois que c'est ce qui est important, vraiment. Oui, mais je le fais publiquement, donc je peux lui donner un conseil de ceci. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on l'a prise comme ça, elle est tombée comme un cheveu dans la soupe pour venir s'occuper de la jeunesse congolaise. Mais c'est déjà fait. Et la faute, ce n'est pas à elle. La faute, elle est à celui qui l'a choisie. Comme ça, sans... Enfin, je comprends que lui-même n'a pas subi, n'est pas venu avec des connaissances.
Je comprends que lui non plus n'a jamais travaillé. Non, j'espère que vous ne parlez pas de celui... Du président de la République. Non, vous ne pouvez pas dire ça du Bon, président. non, bah, non, allez, vous ne pouvez pas. Mais c'est la vérité, tous les Congolais le savent. Non, vous ne pouvez Mais pas. ce que j'ai dit, est-ce que tous les Congolais ne le savent pas? Non, qu'il est tombé comme ça. Non, maintenant, il n'est pas fait tombé. tomber Il a un aussi parcours, il a un cursus. Lequel? On connaît tout ce qu'il a eu à faire, le combat qu'il a eu à mener aux côtés de son père. Donc, vous ne pouvez pas dire cela du président. Il ne méritait pas cela. Maintenant, je dis pour la fille, c'est qu'est-ce qu'elle peut faire. Parce qu'elle, au moins, écoutera des conseils. Vous savez, on peut arriver comme lui aussi est arrivé. Vous vous souvenez de Joseph Kabila quand il est arrivé. Joseph Kabila était entouré d'experts. Joseph Kabila avait donc des propositions tout le temps de quelqu'un que je connais très bien. Moi, j'ai connu très bien Augustin Katumba. Vous savez, j'ai connu très bien Augustin Katumba. À l'entrée de l'AFDEL, il y avait une conférence donc des Amis du Congo. Moi, à l'époque, j'étais coordonnateur du projet de la Conférence nationale sur la reconstruction, entre donc 97 et 98, et nous sommes allés ensemble à Bruxelles. Et je le connais très bien, Augustin, c'était un expert. Mais il avait au moins, Kabila avait au moins l'humilité de se faire conseiller, d'écouter. Vous savez... Vous faites l'éloge de Kabila, là. Les gens, les bras m'en tombent. Floribert Mouteba qui fait l'éloge de Joseph Kabila. Je ne fais pas son éloge, je vous dis seulement, non. Mais les bras m'en tombent. Je peux, non, madame Élisée, qu'on n'interprète pas ça comme ça. Parce que non, Kabila, mais vous avez le droit hein, de dire... Non, moi je ne peux pas je suis juste Kabila. un peu... Je dis seulement que ce n'est pas parce que Katumba les conseiller qu'il a tout bien fait, non. Il y a beaucoup de choses à dire sur Kabila, mais je ne suis pas là pour ça. Je ne les défends pas, mais je dis qu'il avait au moins cette qualité d'être humble et d'écouter ses conseillers. Dieu sait qu'il en avait de bons. Hein. Il avait des gens comme Katumba, il avait des gens au Conseil national de sécurité, Samba Kaputo, il avait des gens expérimentés et il les écoutait. Parce que si le président de la République écoutait des gens sérieux, intelligents, peut-être il en a quelques-uns, il n'aurait jamais fait un gouvernement comme celui. Ces gouvernements, c'est le pire qu'on ait jamais eu au Congo. Vous vous rappelez lorsque Mobutu formait le gouvernement. Mobutu fonctionnait avec des gens très compétents. Très compétents. Vous voyez. Même si on peut, quand on évalue, on dit, bon, on a connu des périodes comme ceci ou comme cela, mais Mobutu ne pouvait pas faire ce type d'erreurs que nous voyons aujourd'hui, des graves erreurs. Il prenait des gens expérimentés. Vous savez, j'étais en Belgique lorsque le président Mobutu a eu des problèmes avec les Belges pour la coopération. Il a envoyé 3 messieurs. Kamanda Wakamanda, il a envoyé Maître Nimi, et il a envoyé, s'il y avait un troisième là, attendez, Pinga Kassenda. Vous savez, ces messieurs-là, peut-être qu'ils n'ont pas fait réussir tout dans le régime, mais c'était des messieurs, c'était des experts. Et nous qui étions à Bruxelles, nous qui n'aimions, moi j'étais dans l'opposition à Mobutu, à faire opposition comme étudiant et tout, mais c'était formidable, la manière dont ils ont défendu le pays. Donc, vous voyez, ces choses-là, on ne peut pas les trouver aujourd'hui. Accordons-leur quand même le bénéfice du doute. Vous aviez de conseils à donner à la ministre de la Jeunesse et... Madame, ma fille. Grace Coutinho. Ma petite fille, elle a l'âge de mes filles. C'est que elle doit pouvoir compter sur l'administration de la jeunesse. Elle doit choisir parmi les meilleurs des directeurs, un directeur de cabinet. Je parle des directeurs qui sont dans l'administration là. Ça se fait. Pas aller chercher dans un parti politique. Qu'elle ne cherche pas à aller prendre ou à l'église de son père. Non. En fait, son église. Non. Nous acceptons qu'elle va apprendre. Même si on n'a pas été d'accord avec la démarche. Maintenant, nous voulons l'aider comment? Qu'elle choisisse parmi les meilleurs directeurs du ministère de la Justice et de la Jeunesse, un directeur qui pourra assurer en même temps la direction de son cabinet. C'est un problème de détachement. Il va avoir une mise en disponibilité d'une année ou deux pour venir diriger le cabinet et aider Madame Grace à faire quelque chose de bon. 2, si elle a droit d'y conseiller, hein, ben, la moitié doit être recrutée sur place.
Au sein de au sein l'administration. de l'administration. Qu'elles ne disent pas, je suis ministre, donc non, 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 non. Ça, en tout cas, à ce moment-là, nous serons très durs avec elles. Qu'elles prennent au sein de l'administration des directeurs expérimentés, des chefs de division expérimentés, et qu'ils les mettent comme conseillers. On lui laisse peut-être 3 ou 4 qui peuvent être des conseillers, qui viennent comme ça, eh bien, politique, vous savez. Ou de l'église. Ça, on lui laisse. Mais essentiellement, elle prend au moins 60% du personnel du cabinet, doivent être des personnes qui viennent de l'administration du ministère de la Justice. Donc, vous voyez que moi, je ne suis pas comme ceux qui la critiquent pour critiquer. Moi, je dis, sa nomination, c'est la faute du président, n'est-ce pas, qui a mal procédé. Maintenant, pour l'aider, j'ai dit, elle doit se faire vraiment, comment dirais-je, violence, pour ne pas amener des conseils sur base des sentiments. Oh, bah, frère Nabiso, to, bah, sœur Nabiso, église, to, le régime m'a recommandé tel. Non, 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 non. Si elle fait ça, elle va échouer et ça sera fini pour elle. Vous savez, vous pouvez commencer à 25 ans et puis vous arrêtez là. Et puis ne plus jamais rien faire. Donc qu'elle sache qu'elle a des défis importants à lever, non seulement pour le pays, mais pour elle-même. Alors si elle suit ses conseils, je pense que ces gens-là vont l'aider. Madame Grace, Excellence, comme on l'appelle chez nous, mais là, je suis sur un plateau de télé, donc on a une certaine immunité. Chez nous, les excellences, on les connaît pas. Donc, Madame Grace Coutinho, voici le conseil du professeur Florimond Moutéba pour vous permettre de mieux faire ou de mieux exécuter la tâche qui vous a été confiée à la tête de ce ministère de la jeunesse et nouvelle citoyenneté. Est-ce qu'on peut continuer avec je veux continuer. D'autres experts, moi, je vais prendre un autre ministère. Oui. Quelques ministères, moi, je voulais savoir, en tout cas, les nouvelles têtes qui sont venues. Je commence par Muzito, un ancien Premier ministre, un ancien ministre du budget, devenu Premier ministre, qui aujourd'hui retrouve la vice-primature du budget. C'est une bonne chose. A-t-on fait l'évaluation de ces... Muzito n'est pas un nouveau. Muzito était l'ancien Premier ministre. Muzito a été ministre du budget. Lors de sa gestion passée, où est le document d'évaluation qui nous permet de dire voilà les résultats obtenus à l'époque, voilà les réformes faites et les résultats obtenus par monsieur Muzito à l'époque. Mais c'est avec Muzito qu'on a atteint les PPT, pays pauvres. On a achevé ce processus-là. Il y a eu quand même en tout cas, quand il est parti, les budgets étaient à 1 milliard. Mais il avait pris à combien aussi? N'empêche, les budgets étaient à 1 milliard seulement. Donc, est-ce que... Et ensuite, bon, il faut voir. Est-ce que tout a été clair dans l'évolution de la chaîne de la dépense? Moi, pour l'instant, je dis les gens qui sont partis, dont on n'a jamais fait le bilan, pour moi, je ne sais pas comment évaluer sa présence. Je ne sais pas. Prenez par exemple les 2 hommes comme Bemba, des hommes comme celui qui était au portefeuille récemment là. Boussa, etc. Vous savez que Boussa est arrivé. Il a trouvé 116 entreprises publiques, presque toutes en faillite. Il est parti, il a laissé 116 entreprises publiques toujours en faillite. Non, c'est parce qu'il a dit récemment dans une émission. Non, moi je les connais. Vous savez que dans une émission, il a présenté son bilan et les entreprises publiques se portent plutôt bien. Boussa a été mon étudiant de DIA à l'université de Kinshasa. Boussa n'a pas de leçons à me donner. Qu'a-t-il fait de ce qu'il a reçu comme formation de notre part? Mais il a des résultats que vous brandissez. Non, 116 entreprises publiques en faillite quand il est venu, 116 entreprises publiques en faillite quand il est parti. On ne pouvait pas les reconduire à un autre poste. Vous n'avez pas lu ces réformes, M. Florimond Moutéba. Il a apporté plusieurs réformes. Est-ce que je peux vous... L'assiette, plus de 200 millions aujourd'hui que le portefeuille. Laissez-moi vous donner une autre information. Il s'est fait que par hasard, quand il était là, j'ai gagné, parce que j'ai un bureau d'études, donc qui est là depuis 30 ans, les gens me voient toujours à l'ODEP, mais j'ai une entreprise, je suis aussi un opérateur économique. Et donc, j'ai reçu de la Banque mondiale une mission, donc, qui a duré 6 mois, pour aider à élaborer un plan de formation pour les entreprises publiques. Donc, avec la couverture du COREF, le comité d'orientation des réformes. Nous venons de terminer ce projet, nous avons élaboré le plan, la mission est terminée correctement. Ça fait que le portefeuille
est un des secteurs dont je peux parler en connaissance de cause. Je viens de faire la copy-rep, le conseil supérieur de portefeuille, le secrétaire général. Je viens de travailler avec eux tous les jours pendant 6 mois. Alors quand je vous parle du portefeuille, que ça n'y a rien parce que c'est donc vous remettez en cause toutes les réformes, gestion, plus de 30 réformes initiées, mises en œuvre par bah ouais, quelques-unes. Moi, je n'ai pas trouvé ça, je n'ai pas vu les effets, et mon rapport est là, je peux même, enfin pas les rapports de mon bureau d'études, les centres d'études et de gestion de l'eau en Afrique, on peut vous donner ces rapports. Madame, il n'y a rien. Si on nous disait que, parce que vous savez le fait que les 116 entreprises sont en faillite, quel est le problème? C'est qu'elles pèsent sur les trésors publics. Je vous dis que c'est une charge lourde sur les trésors publics. Alors, tant que c'est comme ça, les réformes peuvent ne pas avoir d'effet. Dans ce cas-là, où sont les effets? On parle, là c'est Boussa, on a parlé de Jean-Pierre Bemba qui est reconduit. Mais Jean-Pierre Bemba était ministre de la Défense. Quand on parle des 3,8 milliards disparus, sans qu'il y ait eu quelque chose, on n'a pas vu une armée en train de défendre, comment dirais-je, la République, alors que lui était ministre de la Défense. Et puis il a été renversé, il a été, comment dirais-je, il a eu la succession de, comment il s'appelle l'autre là? C'est lui qui a la Défense, qui est venu succéder à Bemba. Modiane Vita? Oui, voilà, l'infirmier. Alors, c'est le VPM de la Défense, c'est pas l'infirmier. Je suis sur le plateau de télévision, oui, mais j'ai la liberté. Non, je respecte qui je peux, n'est-ce pas? Mais lorsque les gens ne veulent pas avoir l'attitude d'être respectés, je suis désolé. Je suis désolé. Oui. Souvent, quand je parle, même vous, là, intérieurement, vous avez la révolte. Mais vous avez... Non, mais c'est pas une question. On sait que qu'on le veuille, qu'on l'aime ou pas, il reste le VPM de notre pays. On lui doit auquel le respect. C'est ça. Souffrez. Souffrez de lui donner les honneurs qui lui est dû en tant que vice-premier ministre. Vous savez aujourd'hui que ces gouvernements, pratiquement 98% des Congolais n'aiment pas ça. Moi, j'ai vu des gens, un monsieur dont je ne citerai pas le nom, qui a aussi une télévision. Ce type, c'est vraiment un fanatique, vraiment un Mouroubala, vraiment fanatique de Félix. Aujourd'hui, il faut entendre ce qu'il dit, comment il prie sur lui. Il dit, c'est terminé pour toi. En 2018, tu pars. 2028. 28, pardon, tu pars. Il faut entendre ces gens. Il faut entendre l'UDPS aujourd'hui. L'UDPS est à la pointe de la révolte contre la gouvernance de Félix Tshisekedi. Donc, ce n'est pas seulement moi. D'ailleurs, à l'époque, Kalonji, s'il m'entendait parler, excusez, le nom est sorti, s'il m'entendait parler comme ça, il allait m'insulter. Aujourd'hui, il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, c'est pour dire que ces gouvernements, Maman Élysée, ces gouvernements, je répète encore, c'est le pire qu'on ait jamais eu depuis Mobutu. Le pire. On va citer un autre secteur avec une nouvelle recrue. C'est au ministère de la Justice. On a trop parlé de ça. C'est un Guillaume Gueffa. Un mot par rapport à celui qui succède à Moutamba? En tout cas, Gueffa, c'est quelqu'un que je connais dans le sens où, enfin du moins de nom, parce que quand il a quitté le Congo, ça fait longtemps qu'il est parti. Mais Gueffa c'est un défenseur des droits de l'homme. Gueffa vient de l'Azado. Ça a été je pense qu'il est un des fondateurs de l'Azado. Aujourd'hui, il y a un remplaçant, un successeur, mais qui est quelqu'un, je veux dire, l'ODEP travaille très bien avec l'Azado et avec Jean-Claude Katende. C'est une structure avec laquelle souvent nous prenons des positions qui sont semblables. Son profil, vous estimez oui, je continue. Le profil d'Ngueffa est bon. Ngueffa est un défenseur des droits humains. Je dirais que même sans avoir évalué les autres, dans ces gouvernements, c'est le seul choix que moi, je félicite le président d'avoir fait ces choix-là. Je le condamne pour les autres, mais vous voyez que de l'autre côté, je le félicite. Voilà, comme quoi il a aussi de bonnes idées, il peut bien faire, quoi. Mais madame, j'ai toujours dit ça, sur ce plateau. Lorsque j'ai écrit... Mais le pourcentage, je vais dire 80, essayer de mettre 50-50. C'est impossible, c'est impossible. Ou 60 positifs et 40. C'est impossible, non. Les positifs doivent avoir des effets sur le terrain, dans les paniers de la ménagère.
dans la lutte contre la pauvreté, dans la réduction de la pauvreté des Congolais. Les Congolais souffrent. Donc, dans ces conditions-là, si moi je dis que lui, il a 60% de bons, on va dire, ah voilà son grand frère là, les Kassaïens là, il est en train de lui donner des points de manière sentimentale. Non, 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 il ne mérite pas. Mais Nguefa sera de loin meilleur que Moutamba. Pourquoi? Parce que Nguefa, c'est quelqu'un qui a l'expérience même dans le système des Nations Unies. Il a été dans le système des Nations Unies. Et d'après ce que lui dit lui-même il dit non, je vais travailler en secret, en silence, et je ne ferai pas beaucoup de bruit. Il a raison. Un ministre de la Justice n'est pas là pour faire des points de presse, pour regarder un peu le théâtre. Ce jeune homme, quand il est venu pour venir... mais Moutamba, ou quelque chose comme ça, son nom, c'est ça, non? C'est Moutanda ou Moutamba? Moutamba. Ah, Moutamba, d'accord. Okay. Non, mais excusez-moi, parce que là... Il est venu avec des chiens comme ça. Mais c'était quoi, ce spectacle? N'est-ce pas? Trop de populisme et tout ça. Et maintenant, il crie qu'il est innocent. Quand vous avez déjà fait passer marché de gré à gré, l'article 40, je crois, de la loi de 2010, c'est clair. Pour avoir un marché de gré à gré, vous venez avec une technologie particulière. Vous êtes le seul à détenir le brevet, par exemple. Ça, c'est un des exemples. Et donc, on ne donne pas un marché de gré à gré dans la construction. Il y a combien d'entreprises de construction au Congo? Rapidement, un conseil à Nguefa, parce qu'il hérite aussi maintenant, la justice est un secteur de plus en plus sensible. Qu'est-ce que vous pouvez lui produire comme conseil? Continuer les réformes. Il doit être courageux. Il doit combattre les réformes amorcées par Moutamba, notamment après les États généraux. Mais avant Moutamba, il y avait d'autres réformes qui étaient déjà aussi là. Moutamba est venu, il a fait une sorte d'état-major, des lieux. C'est déjà bien qu'il tienne compte de cet état des lieux, mais nous ne voyons pas dans les réformes en question la justice sous Moutamba a changé de quoi? Moi-même, j'ai été victime de ces messieurs, vous savez. Vous avez appris qu'on a failli m'enlever. Vous avez appris qu'on a venu casser chez moi pour me faire du mal. Mais vous avez appris que j'ai eu des demandes de comparution à gauche, à droite. Mais ces gens, les procureurs, avaient la permission de qui pour faire ça? Moi, j'ai écrit à ce monsieur pour lui dire les conditions dans lesquelles on me convoque ne sont pas bonnes. Parce qu'on a tenté de m'enlever à mon bureau. Mais il n'a pas le pouvoir d'injonction sur le parquet. Non, mais je lui ai dit ceci. Je n'ai pas dit qu'on arrête. J'ai dit, essayez de trouver des conditions qui peuvent... Parce que, vous savez, Okende a été tué devant ce bâtiment-là de la justice. Il venait pour un problème de justice et on l'a enlevé. Bon, les gens qui sont venus jusqu'à mon bureau pour tenter de m'enlever, maintenant, ils voient que je ne suis pas là, ils rentrent au parquet pour aller chercher chez un procureur un mandat de comparution avec la complicité du ministre. Et puis, ils reviennent maintenant chez moi pour déposer et on me dit, tu dois aller demain ou après-demain au parquet. J'ai dit, je ne vais pas. Vous lancez, souvent quand vous passez sur ce plateau, vous lancez des accusations. Mais ça, c'est vous avez des preuves de tout ce que vous lancez comme des allégations. Vécu, maman. Mais après, on va rectifier par rapport à Charles Okende, officiellement, en tout cas jusqu'à ce jour. Je sais qu'officiellement et selon le parquet, c'était un suicide. C'était pas un enlèvement. Là, je tiens à rectifier et à donner cette version, en tout cas, du parquet, pour que tout soit clair. Tout ce que j'ai à dire, madame, sur ces dossiers qui me concernent, je ne peux pas les dire ici, malheureusement. Parce qu'il y a des gens qui étaient mêlés dans ces dossiers dont je ne peux pas donner le nom. Donc, ici. On prend comme conseil... Mais il y avait un vrai complot. Voilà. Un conseil, alors, Moutamba n'a rien fait. Maintenant, il se plaint, oui. Mais quand tu fais marcher des graines, même si tu n'as pas détourné, quand on dit détournement, c'est quoi? L'argent dans les comptes, donc pour l'argent du ministère de la Justice. Cet argent du ministère de la Justice devait servir à indemniser les victimes de guerre. Donc, c'était la part de l'Ouganda qu'il avait payé pour ça. L'argent quitte les comptes naturels et on retrouve sur le compte d'un opérateur économique. Vous appelez ça comment? Même si l'opérateur n'a pas encore commencé à utiliser, c'est quoi? C'est un détournement. Et qui est cet opérateur économique?
On a vu qu'il y avait des connivences entre lui et l'opérateur économique, etc. Et vous dites que vous n'avez pas détourné. En tout cas, on va attendre le verdict pour le procès Moutamba. On le rappelle, est prévu le 27 août prochain. Il doit être responsable, qu'il assume. Il doit assumer ses responsabilités. On a parlé de la justice, on ne va pas parler de tous les ministres, on a essayé de prendre quelques visages et quelques ministères qu'on a estimés un peu clés dans ce nouveau gouvernement, mais il y a aussi des absents. Est-ce que vous vous êtes dit c'est bien qu'il n'y ait pas Fayulu et j'allais dire ses agents, non pas, et les siens dans ce gouvernement? Vous trouvez que c'était une bonne option pour Fayulu de ne pas faire partie d'un tel gouvernement? Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons dit qu'on va parler de l'avenir. Les problèmes aujourd'hui, ce n'était pas de faire un gouvernement finalement pratiquement de l'union sacrée. En gros, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'opposition, à part Muzito. Muzito, est-ce que Muzito est opposant? Bon, Anzoloni est entré aussi, il était ancien candidat président de la République. Monsieur Anzoloni, si je ne me trompe pas, qui est maintenant à la tête du ministère. Je connais Floribert. Floribert Anzoloni. Il est de la société civile. J'ai travaillé avec Floribert. Et puis, il est allé faire la politique. C'est aussi un bon profil, en passant. On aurait pu parler de lui aussi. Floribert était un bon profil. Moi, j'ai travaillé avec lui. N'est-ce pas? J'ai travaillé avec Floribert. Il est un bon profil. Nous avons été ensemble au SEMPAV. Il y a son organisation Filimbi. Nous avons géré ensemble un projet, donc à l'époque de la Covid. Et donc, c'est quelqu'un que je connais bien. On revient sur C'est un bon profil, mais moi, je l'aurais vu à la jeunesse. Pas à la coopération, je crois qu'il est à la coopération. Il est à donc, comment on appelle ça, l'intégration régionale. L'intégration régionale. Mais vous voyez, par exemple, quelqu'un qui pouvait être un très bon ministre de la jeunesse. Parce qu'il a dirigé un mouvement donc des jeunes. Philippe, c'est un mouvement des jeunes. Il y a lui, il y a son collègue Carbone Béni. Eh bien, ça aurait été ou Carbone Béni ou Floribert, je vous dis, je serais en train de féliciter le président ici. Parce que ces deux-là, ils doivent travailler pour la jeunesse de ce pays. Maintenant, bon, au moins Floribert, pour l'intégration régionale, je pense qu'il s'en sortira. On revient avec Fayulu et les siens qui sont les grands absents de ce gouvernement. Bon, je ne pense pas qu'il faille regretter qu'il y ait des gens absents de ce gouvernement. Pourquoi? Parce que ce gouvernement, il n'est pas opportun. Le président devait faire tout pour pouvoir aider le pays à aller vers le dialogue. Vous savez que moi j'ai été consulté j'ai été appelé pour aller voir Eberande, pour être consulté, pour entrer dans le gouvernement. Je ne suis pas allé. Parce que j'ai considéré que ce n'est pas important. Maintenant, nous devons nous battre pour faire le dialogue national inclusif. Et ensuite, de ces dialogues pourra naître un gouvernement d'union nationale, vraiment de large union nationale. Ce gouvernement n'est pas un gouvernement d'union nationale. Non, pas du tout. Donc, du coup, on peut parler d'un réaménagement. Voilà. Réaménagement. D'un remaniement. Mais Fayulu a eu raison. Parce que ce n'est qu'un gouvernement de réaménagement. Qui peut, quelqu'un de sérieux, bon, je ne vais pas dire ça, mais je dis quand même, s'il y a des gens qui veulent travailler avec Félix et qui, lors de ce gouvernement, pensent que c'était le moment de le faire, il n'y a pas de problème. Mais dire que c'est un gouvernement d'union nationale dont on avait besoin, n'est-ce pas, pour pouvoir sortir de la crise, non. Est-ce que Fayulu ne s'est pas rendu compte qu'il avait peut-être commis une erreur en allant voir Félix Tshisekedi et puis il a fait un rétropédalage? Est-ce que vous pensez ça? En tout cas, certains pensent ça. Moi aussi, je le pense. Je pense que Martin... il n'aurait pas dû aller voir le président. Non, il n'aurait pas dû le voir. Peut-être que le président lui avait promis que les dialogues allaient se faire vite, etc. Je ne sais pas, je ne vais pas juger le président, mais je crois que le rétropédalage de Martin Fayulu est bon. Il est bon parce que Fayulu veut se situer dans le cadre de l'organisation d'un dialogue, avec notamment la formule proposée par la CENCO. Moi, je pense, bon, on va en parler vers la fin. On va en parler vers la fin. Mais Fayulu a raison. Il a raison. C'est pas un gouvernement. Est-ce que vous voyez Martin Fayulu assis
à côté de la vice-ministre des Affaires étrangères, de la ministre de la Jeunesse, etc., etc. Je ne sais pas pourquoi vous citez que des femmes, hein, comme si les femmes n'avaient pas leur place. Pardon, attendez. Il y a beaucoup de vice-ministres hommes aussi. Oui, hein. Eliezer Ntambwe, et puis sinon, Fayoulou ne mérite pas ça. Ne mérite pas ça. Maintenant, pour revenir à la question de la femme, c'est un des points sur lesquels je peux féliciter le président. C'est que c'est quelqu'un qui a tendance à intégrer les femmes dans les affaires du pays. C'est-à-dire, maintenant, il le fait comment? Avec de bonnes volontés, ou c'est une sorte de mode comme ça. Mais c'est bien qu'il y ait des femmes dans le gouvernement. Mais ces femmes, il faut savoir les choisir. Si on me dit aujourd'hui, Madame Élysée, ou bien ministre de quoi? C'est l'information, hein? On appelle ça comment? Ministre de... C'est moi qui dis. J'ose avoir le problème avec Mouyaya. Ah oui, mais vous êtes aussi meilleur qu'elle. Vous êtes aussi meilleur qu'elle. Peut-être même plus, hein. Vous voyez. Monsieur le ministre, c'est pas moi. C'est Moutemba qui dit. Et donc, si on me dit ça, il dit, le président fait une bonne chose. Non seulement il est soucieux de la participation des femmes au développement, mais il a choisi la bonne personne. Vous voyez. Maintenant, tu fais ça. Alors, il doit souffrir de toutes les interprétations des gens qui, peut-être, qui ne sont pas d'un bon niveau, je sais pas, mais qui voient ça à leur manière. Vous voyez. C'est malheureux. On parlait justement de ce que certains considèrent comme un rétropédalage de Fayoulou. De Fayoulou. Oui, il a bien fait. Et pendant ce temps, on lui dénie d'ailleurs le fait d'appartenir maintenant à l'opposition, parce que, comme vous le savez, ça se murmure, ça se chuchote. C'est d'ailleurs affirmé. Moi, j'ai suivi l'ancien ministre, voilà, l'ancien député, le député provincial honoraire Mike Moukebaye, qui parlait déjà de cette rencontre-là de Dakar, où on estime que Fayoulou n'a pas sa place auprès de ses opposants qui, pour la plupart, sont à l'extérieur du pays. Est-ce que cette réunion de l'opposition est opportune? Et pour quelle finalité? Comment vous voyez ça? Moi, pour bien apprécier cette opposition, j'aurais voulu voir, parce que Tshisekedi est là depuis 2019, avez-vous vu un seul programme alternatif de développement économique et social élaboré et publié par ce que vous appelez opposition? Est-ce que vous avez vu ça? Donc, moi, je ne vois pas en quoi ils sont meilleurs que Félix Tshisekedi. Je ne vois pas. Un peu, peut-être un peu. Kabila, si on prend Kabila, peut-être un peu. Parce que Kabila, quand même, a fait des réformes dans les finances publiques, etc. Mais, attendez, pourquoi depuis, on ne discute que de pouvoir, on ne discute que de postes, etc., etc. On veut changer des têtes. C'est ça l'erreur de l'opposition congolaise, en fait. C'est tout, madame. C'est tout. Vous voyez. C'est tout. Donc, si vous me dites aujourd'hui, l'opposition fait la réunion. Elle fait la réunion pourquoi? Pour voir si elle peut prendre des armes. Ou bien pour voir quoi? Vous voyez? Pour défendre quel programme? L'M23 à quel programme? L'AFC à quel programme? Ils sont là depuis des années. Quel programme? De la même chose que Félix n'a pas de vision et de programme, eux c'est pareil. Donc il ne faut pas qu'ils viennent montrer au peuple congolais qu'ils sont meilleurs ou non, 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 non. C'est faux. Ils sont là pour faire quoi? Ils sont allés là-bas pour faire quoi? Ils veulent accentuer la guerre, c'est ça? Ils veulent accentuer la guerre, prendre les Katanga, etc. Pourquoi faire après? Pourquoi faire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre grande préoccupation doit être le dialogue. Mais peut-être c'est pour préparer justement ce dialogue-là. On a besoin d'aller là-bas. Ils se mettent en ordre de bataille, mais ils sont tous exilés la plupart. On ne veut pas d'eux ici. Vous savez, moi je crois que, en tout cas, vraiment, initiative inopportune. Inopportune parce que pour le peuple congolais, ça ne change rien. Moi, j'aimerais qu'ils nous donnent leur programme. Ça fait depuis 2019. Donnez le programme, nous allons les critiquer. Mais non, il n'y a rien. Comme le Félix non plus n'en a pas. Alors, vous voyez, c'est ça, le Congo doit se contenter de cette classe politique-là. Doit se contenter de cette classe politique-là, mais c'est malheureux. Et demain, vous allez entendre qu'on a pris Lubumbashi, on a pris Kolosi, etc. Mais pour venir faire quoi après? Non. Moi, en tout cas, je leur dis, je suis quelqu'un de la société civile, je suis un citoyen, je lutte pour le bien-être de ce peuple, je ne cours pas derrière des postes ou quoi que ce soit. Je dis,
Nous avons assez souffert, les Congolais. Nous avons assez souffert. Maintenant, quelqu'un va encore prendre d'autres. Oui, allons-y, nous allons maintenant prendre Vira. Nous allons... Non, non, non. Nous, on n'est pas avec ça. Voilà. Je regrette qu'il n'y ait jamais eu une marche des Congolais issus de la société civile, une grande marche nationale pour rejeter toutes ces choses-là. On est tiré par le bout du nez par tous ces gens-là. Ils nous tirent par le bout du nez. Qu'est-ce qu'ils vont faire de mieux? On nous tire par le bout du nez, on n'arrive toujours pas à voir le bout du tunnel. Avec ces autres. Et autre question, au regard de ces tractations, ce qui se trame, en tout cas au niveau de l'opposition, on estime que l'opposition non armée qui va se réunir à Dakar ne doivent pas siéger avec Kabila. Est-ce que Kabila est encore fréquentable? Est-ce que Kabila est toujours dans l'arc républicain? Vous savez, si moi j'étais Kabila, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais continuer à jouer mon rôle d'ancien président. Donc, une autorité morale, quelqu'un auprès de qui on peut recourir pour avoir des conseils, parce qu'il en a à donner, mais jouer les rôles qu'il joue aujourd'hui, tout le monde voit qu'il veut revenir. Il veut revenir au pouvoir. Mais qu'ils nous disent, les 18 ans, il a fait quoi? Pour aujourd'hui prétendre venir au pouvoir. Mais vous avez parlé de quelques réformes au niveau des finances qu'il a fait. Mais c'est tellement peu. C'est tellement peu parce que ça devient insignifiant. Mais regarde, madame, une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je ne suis pas trop d'accord avec l'accord avec Washington et le Rwanda, c'est quoi? C'est que, vous savez, en 1960, nous avons hérité d'un pays totalement dépendant pour son économie à la Belgique et à l'Occident. Totalement. À la table ronde à Bruxelles, Lumumba est devenu une personne non grata. Pourquoi? Parce que Lumumba s'opposait à ça. Et nous avons fait une table ronde administrative, etc. Sur le plan économique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des entreprises qui ont été coloniales, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et comment nous, Congolais, à qui on a appris que manger du pain le matin, c'était bien, qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer ça? Parce que moi, j'ai déjà été dans mon village, j'ai vu que le matin, les gens mangeaient les foufous d'hier avec le pondou, ils chauffaient le matin et ils adorent ça, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de pain. On est venu nous imposer le pain et Mabika Kalanda avait écrit un livre à l'époque, la remise en question base de la décolonisation mentale. Nous sommes encore colonisés là dans la tête, n'est-ce pas? Et alors, prendre par exemple les minéraux du Congo, aller offrir ça aux Rwandais. Enfin, oui, aux Rwandais aussi. C'est une mauvaise interprétation de l'accord, si on ne va pas remettre nos minéraux aux Rwandais. Mais c'est ce qui... Non. Enfin, ça va d'abord bénéficier aux Congolais. Non, madame. Vous avez vu les accords, vous avez vu les entreprises américaines qui commencent à venir déjà? Madame, ce qu'il faut faire, et que Mobutu avait fait, Mobutu avait nationalisé l'Union minière du Haut-Katanga. Pourquoi? Parce qu'il, dans la suite de Lumumba, il considérait que ces gens exploitaient, parce que nos minéraux étaient exploités au Katanga et transformés à Hoboken en Belgique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Nos minéraux vont être extraits ici et ils vont se faire traiter, transformer, la première transformation au Rwanda. Madame, vous savez que nous n'avons pas de banques au Congo pour que l'argent des Américains vienne entrer dans nos banques ici. Nous n'en avons pas une seule banque congolaise. Ça veut dire que l'argent des investisseurs là qui vont venir va être logé dans des banques rwandaises. Pourquoi? Ça s'est dit en coulisses parce que le Congo n'a pas de banque. Madame, vous savez aussi que 18 ans de Kabila, 6 ou 7 ans de Tshisekedi, nous avons une banque que Mobutu avait laissée, une banque des investissements qui s'appelle la Sofide. Voilà. Qui a eu le souci de récapitaliser la Sofide? Ne fût-ce qu'un milliard, 2 milliards de dollars. Qui? De tous les deux. De tous les deux. Tshisekedi et chose. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Mais allez, parce qu'ils n'ont pas ce genre de programme. C'est des gens sans vision. La première chose, c'était quoi? Transformer, dès l'entrée de l'AFDEL, la Sofide en une banque de développement pour la reconstruction du pays et commencer à capitaliser. Aujourd'hui, on vous dit, 80 millions sont partis là-bas. 3 milliards, 800 millions sont partis ici. Si on avait capitalisé la Sofide, la transformé en une banque pour la reconstruction et le développement, les Américains ne tiendraient pas le discours qui est vrai,
que nous n'avons qu'une banque et que cet argent-là doit aller être logé dans des banques rwandaises. Et c'est toujours le Rwanda qui va transformer nos richesses. Madame, non. Vous savez, nous avons à l'ODEP, nous avons beaucoup étudié cet accord. Oui, on peut le corriger. Je ne dis pas que le principe n'est pas mauvais, mais on peut le corriger. Mais pour l'instant, dire qu'il nous est favorable, ça, ce n'est pas vrai. Donc on revient, on parlait déjà de Kabila, donc il doit jouer son rôle. Oui, il doit jouer son rôle d'ancien président. Et là, il se positionne pour venir remplacer Tshisekedi. Non, non, c'est pas comme ça. Qu'il continue. Parce que quand on le trouve à Goma, comment il va expliquer qu'il est à Goma? Il fait quoi là-bas? Mais c'est une zone qui est une zone contrôlée et gérée par la rébellion. Qu'est-ce que l'ancien président de la République, l'ancien président de nous tous, nous qui sommes à Kinshasa, ceux de Kananga, ceux qui sont à l'Équateur, qu'est-ce que notre ancien président va faire seulement à Goma, dans la zone occupée par la... Mais on lui refuse aussi l'accès ici, dans la partie ouest. Mais ça, on peut négocier. On peut négocier. Donc il aurait dû attendre et négocier. Négocier son retour à Kinshasa. Hein? Parce que maintenant, on peut se poser la question, l'AFC, qui a créé l'AFC? Maintenant, nous commençons à nous interroger. Qui a créé l'AFC? Pour qu'il ait ses liens avec les M23. Qui est derrière cette autorité? Qui est l'autorité morale derrière tout ça? Vous voyez, on peut se retenir. Comme je suis là, je n'ai pas de preuves, je me retiens. Mais tout le monde n'en pense pas moins. Est-ce qu'un ancien président devait être l'objet de telles pensées de la part de son peuple? Qui le soupçonne d'être le parrain, le chef de la rébellion? Qui a tué combien? Nous avons plus de 12 millions de morts. 12 millions de Congolais. Un vrai génocide. Et on va soupçonner l'ancien président d'être derrière tout ça. Mais moi, à sa place, je ne parlerai même pas. Je ne parlerai pas, je n'oserais même pas ouvrir la bouche. Bon, quand il ne parlait pas, on disait qu'il ne parlait pas. Mais quand il vient, il vaut mieux justement. C'est lui-même qui disait aussi que quand il faut parler, il faut le faire seulement si cette parole est plus importante que le silence. Eh bien, je le lui retourne, moi. Est-ce qu'aujourd'hui, quelques leaders de l'opposition, qu'est-ce que vous conseillerez? Parce que l'émission est en grande partie basée sur les conseils. On a conseillé les ministres. En tout cas, vous l'avez fait. Par exemple, Katumbi ou Sesanga, qu'est-ce que vous leur conseillerez au regard de leur position? Est-ce qu'ils doivent participer à cette réunion ou pas? Comment ils doivent se comporter? Vous savez, moi, j'ai pas mal de sympathie, je vais dire pas politique, mais sympathie envers des gens comme Moïse. Pourquoi? Je me souviens que je suis allé dans une mission au Katanga et avec le COREF et la Banque mondiale. Je vous dis que le gars là a travaillé en tant que gouverneur. Il a changé des choses au Katanga. Moi, j'avais un bureau, mon bureau d'études ici était installé à Lubumbashi depuis 2009. Entre la période où je suis venu là-bas pour le travail et où j'ai quitté, le Katanga avait changé. Donc vous allez même au Kenya, Rwashi, etc. Il y avait plus d'électricité là-bas que du côté où nous étions, comment on appelle encore là où habitait l'autre partie. Carabia ou oui, dans les environs. Cette commune s'appelle comment? Golfe, je ne sais pas. Au Golfe, voilà. Nous qui étions au Golfe, nous on avait de temps en temps des coupures d'électricité, mais pas à Kenya, pas à Warachi. Ça c'était le travail de Moïse Katumbi. Beaucoup de gens l'ignorent. Évidemment, quand je dis ça, on va dire que Katumbi, vous êtes katumbiste. Ah non, vous êtes devenu katumbiste. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Mais lui, il a laissé. Vous savez pourquoi les Baloubaki fuient les Kasaï pour venir au Katanga? Chez eux, il n'y a rien. Ah non, excuse-moi. Excuse-moi. Il n'y a rien. Moi, la dernière fois que j'ai été à Mbujima et à Kananga, c'était en 2015. En 2015, j'étais allé toujours pour un projet de la Banque mondiale avec le COREF, faire des enquêtes et tout ça. J'ai habité dans un hôtel, par exemple. À Mbujima, ça va un peu. Mais à Kananga, c'est grave. J'habitais dans un hôtel où, là où nous étions, c'était comme une torche dans une obscurité généralisée partout. Vraiment pitoyable. N'est-ce pas? Est-ce que depuis l'arrivée de notre frère au pouvoir, ça a changé là-bas? La réponse est non. Par contre, Katumbi a changé les Katanga. Donc, je dis, quelque part, ce qui ne va pas ici chez nous au Congo, c'est quoi? C'est-à-dire que
La ligne rouge entre le mal et le bien n'existe plus. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on ne peut pas dire qu'il fait quelque chose de bien. Vous savez, quand vous entrez dans un taxi à Lubumbashi, c'est pas comme ici. C'est comme à Brazza. Lubumbashi, c'est comme Brazzaville. Parce que là-bas, vous entrez dans votre taxi vous seul. Et c'est propre, etc. C'est ça le Lubumbashi. J'ai vu transformer le Katanga, parce que le projet m'a mené parfois jusqu'à Likasi, à Kolwezi, etc. Vous voyez, je l'ai vu transformer le Katanga. Maintenant, ce genre de personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Demandez-leur des conseils. Faites-en des conseillers, écoutez, etc. Mais est-ce que Katumbi accepterait d'être conseiller? On se Non, rappelle non, qu'il quand je aurait dis conseiller, d'être c'est- Premier ministre parce Non. qu'il vise la présidence aussi. Non, non, non. Quand je dis conseiller, on peut être conseiller sans être conseiller, comment dire, de manière... du fait qu'il est un ancien acteur, hein, qui a fait des choses. C'est dans ce sens-là. C'est comme le président Kabila. Le président Kabila peut devenir le conseiller de son successeur. Mais ils ne comprennent pas ça tous entre Bah eux. oui, là. ils ont essayé un moment, on a vu 2 ans de FCC cash et puis bon, ça n'a pas marché. Donc Moïse, Il fait quoi? Il Non, continue qu'il de n'aille- côtoyer Kabila ou pas? Non, qu'il ne continue pas. Il ne doit pas continuer. Moïse est valable en lui-même comme il est là. C'est un type valable. Moïse, Délice Sanga. Délice Sanga, bon, nous avons créé avec lui les sursauts nationaux à un moment donné pour lutter contre la Constitution. C'est un garçon valable. Il n'a pas besoin d'aller faire la guerre. Qu'il vienne seulement, nous allons faire le dialogue. C'est-à-dire que, pour moi, aujourd'hui, la priorité pour nous, c'est quoi? S'il faut rééditer le 16 février 92, rééditons-le. Hein? Vous savez ce qui s'est passé le 16 février 92? La marche. C'était la réouverture. De la conférence. Exactement. Nationale La marche des chrétiens, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le Congo a besoin de ça. Une grande marche comme ça, partout, où nous réclamons l'ouverture du dialogue national inclusif. Que ce Sanga, Katumbi, Fayoulou, venez à Kinshasa, on va organiser ça. Pour organiser ce dialogue, Ouais. il faut l'accord quand même de l'actuel président de la République qui bloque, Les dialogues se font sans lui. Comment on arrive à réunifier le pays autour de ce Le dialogue? président doit savoir ceci. C'est-à-dire que s'il continue à boycotter le dialogue, nous le ferons sans lui. Vous menacez Ah, le mais attendez, président. je ne le menace pas. J'ai dit, je l'informe. C'est peut-être mon ton qui est, je suis comme ça. Vous me connaissez, madame. Mon ton, bon, souvent quand je crois quelque chose, je dis ceci. Le président doit savoir que les Congolais ne vont pas continuer à souffrir comme ça. Et que il y a une élite progressiste, lumumbiste, n'est-ce pas? Cette élite existe. Nous avons vu aussi des pays changer. Rappelez-vous l'histoire de Lech Walesa avec la Pologne. Nous avons vu en France des choses changer parce qu'il y a une loi, Mitterrand avait promulgué une loi sur l'éducation, la population refuse 1 million de gens dans la rue à Paris. Nous lui promettons plus d'1 million pour faire le dialogue. Nous lui promettons, Dieu du ciel nous entend. Nous ne pouvons pas laisser notre peuple continuer à souffrir à cause de l'égoïsme de quelqu'un. Ce gouvernement, c'est un gouvernement égoïste. Tout simplement pour lui, pour être là. Nous voulons les dialogues. Et M. Katumbi, M. Fayoulou, M. Sesanga, n'est-ce pas, pour ne parler que d'eux, il y en a d'autres. Rentrer à Kinshasa, nous allons, avec la Cinco, nous mettre ensemble et les cesser, les églises de réveil, pour que si, dans quelque temps, le président continue à s'entêter, à rejeter donc les dialogues, eh bien, nous allons devoir nous prendre en charge. Vous avez cité tout le monde, sauf l'AFC. On en fait quoi? L'AFC M23, dans ce dialogue, c'est quoi leur place? Bon, ça mérite, c'est pas moi tout seul qui veut décider de ça. Moi, je lance une idée. Je dis, c'est le dialogue. Est-ce qu'on va faire le dialogue sans l'AFC et l'M23? Je crois que ce ne serait pas sage. Il faut qu'ils viennent. En principe, ce sont des Congolais. Vous savez, pour revenir sur l'histoire des Tutsis, qu'on arrête cette histoire, n'est-ce pas, de diaboliser une partie des Congolais. Oui, il y a des Tutsis au Rwanda. Mais attendez, au Congo-Brazzaville, en Angola,
etc. Il y a le Congo, non? Vous savez qu'il y a une partie des Loubas sont aussi en Angola? Nous sommes voisins avec l'Angola. Moi, j'ai vu dans ma jeunesse, beaucoup, on les appelait là-bas comme Bimbadi. Ce sont des Angolais qui ont vécu avec nous tout le temps. Kagame était un mauvais personnage, c'est clair. Mais ne confondons pas ces messieurs-là avec le peuple rwandais, c'est-à-dire où il y a les Hutus, les Tutsis et autres. Dire que nous, à l'école, on nous a appris, à l'école primaire, par les prêtres et autres, qu'au Congo, il y a les Bantous, les semi-Bantous, les Nilotiques et les Pygmées. Ces Nilotiques-là ont disparu tout d'un coup. Ils sont partis. Les Nilotiques, ce sont les Tutsis. Ce sont les Tutsis. Alors, si moi, quelqu'un peut dire que moi, Mouteba, je suis un traître, hein, il a tort. Parce que tout ce que je fais, je prends des dangers, je risque la mort tous les jours ici pour le bien du pays. Quand j'ai dit cessez de traiter, même si ces Tutsis ne sont que 100 000, traitez-les comme vos compatriotes. Mais n'allez pas prendre, comment dirais-je, donc vous référez à Kagame, il peut arriver n'importe quoi à Kagame, eh bien c'est son problème. Kagame, ce qu'il fait n'est pas bien. Mais est-ce que c'est tous les Tutsis? Non. Kagame doit être combattu jusqu'au bout. Mais s'il vous plaît, ne faisons pas ça. Parce que demain, un jour, on va dire à Balou, on va Congolais. On va dire ça. Vous pensez que ça ne concerne que les Tutsis. Un jour, ça peut concerner d'autres ethnies ici. Ouais. Donc, je dis, il faut qu'on arrête ça. On arrête ça et il faut qu'on prépare le dialogue. Il faut qu'on dialogue. Nous devons dialoguer. Ça fait longtemps quand même, on ne peut plus aller à l'Est. L'Est n'est pas relié à l'Ouest. Le Nord ne peut pas relier au Sud. Il faut qu'il y ait un dialogue pour retrouver l'unité du pays. Pourquoi ne pas le faire à Goma? Transportons. Nous sommes allés en Afrique du Sud, non? Pour Sun City. Mais allons à Goma faire le dialogue national. Mais en intégrant aussi les populations Tutsis qui sont nos frères. Je suis désolé. Ce sont des Africains d'abord. Hein? On peut recevoir bien les Sénégalais, les autres, mais parce qu'il y a je ne veux pas l'insulter, Kagame. On ne le fait mais pas. je ne le fais pas. Mais parce qu'il y a un illuminé qui veut son empire. Ima, c'est ça, hein? Ima Tutsi, un truc. Eh ben voilà. Et donc, nous allons prendre maintenant tous les Tutsis, nous les mettons donc dans le même sac que lui. Non. Lui, c'est un criminel. Kagame est un criminel. Mais le petit Tutsi qui est là en train de vivre avec ses 10 vaches, etc., mais il vous a fait quoi? Voilà, c'est par ce message de tolérance qu'on va devoir terminer cette émission. Un mot de la fin. Mais que les Tutsis sachent que ce que j'ai dit, j'y crois, et que pour cette conférence, ils y seront. Parce que nous allons lutter pour qu'eux aussi participent à la réconciliation nationale. Voilà, on va terminer ici, en tout cas, on termine ici, par cette phrase-là, par ce message de tolérance. On se donne rendez-vous dans un mois, 2. Nous allons travailler. Inch'Allah. En tout cas, j'étais très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Dites-nous la vérité, qui porte tout son sens quand on vous reçoit, parce que vous dites la vérité, même si c'est votre vérité, mais vous le dites et vous l'assumez. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouvel épisode ou un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité en attendant, continuez de nous suivre, de nous abonner sur notre chaîne YouTube, Élysée Odia TV. Continuez de nous suivre sur cette chaîne, Bio1 Télévision. On se dit au revoir, à très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.